Hello les No Life Feeders, et comment ça va? Aujourd'hui, je vais te parler de FOSDEM, la conférence 2026 à laquelle j'ai assisté. C'est une conférence qui a lieu tous les ans et qui se déroule à Bruxelles. Dans cette conférence, on a de nombreux sujets liés à l'écosystème open source. Donc, ce sont des différents sujets, que ce soit sur l'infrastructure, sur les OS, sur les bases de données, sur l'architecture, sur les langages de programmation. Pour cela, je t'ai mis un résumé dans l'article que tu pourras lire. Cet article reprend ma journée et aussi les points qui m'ont intéressé. En particulier, donc, c'était le discours d'ouverture sur la souveraineté numérique, qui était enrichissant, et aussi après les différentes sessions sur lesquelles j'ai participé, notamment donc Git. J'ai participé à des conférences sur WebView et aussi sur un cas applicatif pour le golf avec un système connecté pour les golfeurs. Et aussi, ce qui m'a intéressé, c'est aussi la rencontre avec le stand Joplin et bien sûr Laurent qui développe la solution que j'utilise. Et pour cela, je t'invite à revoir les articles sur lesquels j'avais traité précédemment, donc une introduction à Joplin sur le blog Darkwood et aussi à l'automatisation de la création de notes dans Joplin. Et donc, c'était aussi avec quelques photos l'occasion de voir donc des sujets qui m'intéressent comme l'utilisation de Ubuntu et aussi de NixOS sur tout ce qui concerne la reproductibilité. Voilà. Donc, je te laisse lire l'article en détail et juste après aussi tu auras un résumé vidéo que j'ai réalisé. Voilà, et cela dit, moi je te dis à bientôt et à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers fascinant. Un monde à la fois vibrant, complexe et absolument crucial. Je parle bien sûr du logiciel libre et open source. C'est un monde qui, sans qu'on s'en rende forcément compte, fait tourner quasiment tout ce qu'on fait en ligne. Et pour bien saisir l'échelle de tout ça, je vais vous donner un seul chiffre. Un seul. Plus de 8000. 8000. C'est le nombre de développeurs, de passionnés, de créateurs qui se sont retrouvés il y a peu à Bruxelles pour le FOSDEM. C'est tout simplement la plus grande conférence open source au monde. Et tout ce beau monde, ils sont là pour parler d'une seule et même chose, le FOSS. C'est l'acronyme pour Free and Open Source Software, ou en bon français, logiciel libre et open source. Alors, ce FOS, c'est en quelque sorte la fondation collaborative sur laquelle repose une bonne partie de notre technologie de tous les jours. Pensez à nos smartphones, au cloud, tout ça. Mais bon, la collaboration, le code source public, tout ça peut paraître un peu abstrait, non? Alors, pour que ce soit bien concret, on va passer des lignes de code à un objet bien réel. Et voilà, on y est. Un exemple parfait de cette philosophie mise en pratique. Un produit physique, tangible, qui n'existerait pas sans cet esprit de partage. Et ce qui est génial avec cet exemple, c'est que ça nous montre que l'open source, ce n'est pas juste un truc de geek pour faire tourner des serveurs dans le cloud. Non, non. Ça peut aussi résoudre des problèmes très, très concrets, comme par exemple se débarrasser de la corvée de traîner un sac de golf de 20 kilos sur des kilomètres. Alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment ce chariot a été fabriqué. La base de tout, le squelette si on veut, c'est ROS2, le Robot Operating System. C'est une énorme boîte à outils logicielle entièrement open source. Ensuite, on lui a greffé un cerveau, une caméra dopée à l'IA qui lui permet de suivre son propriétaire et d'éviter les obstacles. Mais le vrai défi, c'était de réussir à sortir un produit premium, un produit à 5000 € quand même, mais en utilisant des capteurs pas chers. Et c'est là que toute la magie de l'open source opère. Une petite start-up, avec des moyens limités, a pu construire un objet aussi complexe. Comment? Eh bien, en montant sur les épaules de géants, en utilisant des outils développés et améliorés par une communauté mondiale. Mais l'open source, ce n'est pas seulement pour créer des produits finis comme ce chariot de golf. C'est aussi, et peut-être même surtout, pour forger les outils. Les outils que des millions de développeurs utilisent tous les jours. Et parmi ces outils, il y en a un qui est absolument fondamental, Git.
Et l'histoire de Git, c'est une illustration parfaite de la capacité de l'open source à s'auto-guérir. Quand un problème est repéré, aussi profond soit-il, la communauté se met au travail pour le corriger. Parce que oui, pendant des années, Git traînait de sérieux problèmes sous le capot. Des trucs bizarres, liés au système de fichiers, qui pouvaient bloquer des opérations toutes simples. C'était un vrai casse-tête. Et pire encore, imaginez un projet gigantesque, avec des millions de branches. Chaque minuscule modification pouvait forcer la réécriture d'un fichier de plusieurs gigaoctets. Un gouffre d'inefficacité. Et le plus grave, c'est qu'il n'y avait aucune garantie que les données soient bien enregistrées de manière cohérente. Un vrai risque pour l'intégrité des projets. Et donc, la solution a été développée, comme toujours, au grand jour, par la communauté. On a tout simplement repensé le système à la racine. On est passé d'un truc un peu bancal et compliqué à une nouvelle architecture super efficace, rapide et surtout fiable. C'est ça le cœur de l'open source. Une amélioration constante. Sauf que cette transparence, cette collaboration, eh bien, ça a une contrepartie. Un côté bien plus sombre. Parce que cette même ouverture, qui est une force incroyable pour la collaboration, elle devient aussi une porte d'entrée pour des menaces. Des menaces à l'échelle mondiale. C'est un changement total de paradigme. Il faut bien comprendre ça. La chaîne d'approvisionnement logiciel, tout ce code qu'on partage et qu'on utilise, c'est devenu une cible stratégique. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, regardez ce chiffre. 25 000. En moyenne, une seule entreprise dépend de plus de 25 000 briques de code open source. On appelle ça des dépendances. Et chacune de ces 25 000 briques est un point d'entrée potentiel pour un attaquant. La surface d'attaque est absolument gigantesque. Il y a une métaphore qui résume ça parfaitement, et c'est celle du jeu de Jenga. C'est exactement ça. On a empilé des milliers de briques logicielles les unes sur les autres, il suffit d'en retirer une seule, la mauvaise, pour que toute la tour s'effondre. Et attention, on ne parle pas d'attaque brutale, non, c'est beaucoup plus subtil. C'est un jeu de patience. Ça commence des années plus tôt. Un attaquant rejoint un projet open source, il contribue, il se fait un nom, il gagne la confiance de tout le monde. Puis, des mois plus tard, il commence à introduire des changements minuscules, des erreurs qui n'ont l'air de rien. Et un jour, fort de la confiance qu'il a bâtie, il réussit à faire passer une vraie vulnérabilité bien cachée. Le coup de grâce, une soi-disant mise à jour de sécurité qui est en fait un cheval de Troie déployé sur des millions de machines. C'est redoutable. Alors la question c'est, quelle est la prochaine étape de ce conflit ? Forcément, on pense à l'intelligence artificielle. Beaucoup se disent que l'IA, c'est la solution miracle pour nous aider à écrire du code plus propre, plus sécurisé. Mais au FOSDEM, des experts ont tiré la sonnette d'alarme. Pour eux, l'IA pourrait bien être tout le contraire. On a donc deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'IA vue comme le super assistant, celui qui va gérer toutes les tâches répétitives et nous faire gagner un temps fou. Et de l'autre, la vision bien plus sombre. L'IA comme un entonnoir cognitif, une machine qui pourrait générer du code de très mauvaise qualité et pire, introduire des failles de sécurité à une échelle industrielle, jamais vue auparavant. Un expert a même utilisé une image assez forte en parlant d'une forme de boulimie. Ces IA avalent tout le code disponible sur Internet, le bon comme le mauvais, et le recrachent sans discernement. Le résultat est totalement imprévisible. Le vrai danger, c'est ça. En faisant une confiance aveugle à ces outils, on pourrait finir par automatiser la création de nos propres failles de sécurité. Ce qui nous amène à la question fondamentale, le paradoxe au cœur du monde open source aujourd'hui. Tout ce qui fait sa force, le partage, la confiance, la collaboration, tout ce qui a permis de bâtir notre monde numérique, ne serait-ce pas aussi, en fin de compte, sa plus grande faiblesse ?